Shingo est un petit vaurien pathétique, coincé en tant qu'esclave d'entreprise dans un emploi banal de 9 à 17 heures, jusqu'à ce qu'un jour, il soit réincarné dans un autre monde et obtienne le titre de riche noble guerrier, avec une multitude de femmes et de concubines. L'histoire commence avec un jeune chevalier affrontant un homme en uniforme. La paume en avant, le chevalier invoque une puissante attaque et la déchaîne contre lui. Des rochers commencent à voler dans tous les sens, jusqu'à ce qu'un éclair blanc aveugle tout le monde et pouf, le danger est parti. Comme ça. Quelques instants plus tard, un homme aux cheveux verts nommé Roderick arrive et ordonne à tout le monde de retourner au travail. Un ouvrier loue le comte Wendelin, notre protagoniste principal, pour sa magie si utile, faisant remarquer comment il a aplati tout en un instant. Malgré son envie de rentrer chez lui, Wendelin accepte à contre-cœur d'aider Roderick à dégager une autre zone de rocher. Après que Wendelin soit rentré chez lui épuisé, il reçoit un accueil chaleureux de la part de 3 filles lorsqu'il franchit la porte. Une fille vêtue de robe nommée Élise les rejoint et en s'asseyant, nous comprenons pourquoi Wendelin ne peut pas garder les yeux droits. Élise s'inquiète pour lui parce qu'il semble toujours fatigué et Wendelin explique que Roderick l'a encore trop fait travailler aujourd'hui. Les 3 filles, nommées Lena, Louise et Wilma, expriment que sa relation avec Roderick n'est pas juste et qu'il traite Wendelin comme un esclave. Cependant, il semble que Wendelin ne se considère pas comme autre chose qu'un salarié de bureau. Lorsque Wendelin s'en va brusquement pour changer de vêtements, nous sommes alors transportés dans sa vie passée, il y a 10 ans, lorsque son existence était un véritable enfer. Un jour, il rentra chez lui, épuisé comme d'habitude et s'endormit par erreur sur le canapé. Mais soudain, il se réveille et se force à se lever. Il se met à préparer un somptueux dîner en 3 plats, mais avant qu'il ne puisse prendre une seule bouchée, il commence à perdre connaissance. Et quelque chose d'extraordinaire se produit. Lorsque Shingo se réveille, il se demande où diable sont passées ses côtes de porc et pourquoi ce repas dégoûtant qu'il n'a jamais vu auparavant est devant lui. En atteignant un verre, il remarqua que sa main était comme celle d'un enfant. Il prend alors une assiette pour regarder son reflet et voit qu'il est vraiment un enfant. Il regarde autour de lui, stupéfait par son environnement luxueux, et après quelques observations, il remarque qu'il assiste à une sorte de mariage royal. Le malheureux ne peut pas croire sa chance et pense que cela doit être un rêve. Il ferme donc les yeux et essaie de se rendormir. Mais quelques instants plus tard, son père arrive et lui demande ce qu'il fait à essayer de dormir à un moment comme celui-ci. Il emmène le petit Gwendoline pour le présenter à des invités importants. Cependant, étant nouveau dans cette vie, il ne connaissait même pas son propre nom, donc il ne pouvait pas le dire, ce qui embarrassait son père. Heureusement, son frère aîné, Eric, arrive à temps et détourne l'attention de lui. Il exprime ses remerciements à tous pour être venus en son nom et au nom de Gwendoline. Il s'avère que le mariage est en fait celui de leur frère aîné, Kirk, qui épouse la fille dans l'empereur. Après son discours, Eric s'assoit avec le petit Gwendoline. Il déclare que leur père doit être soulagé qu'une fille de noble ait épousé un membre de la famille. Et Gwendoline demande si cela les rend également nobles. Eric explique qu'ils sont des Baumeister, un nom respecté, donc ils sont de véritable noblesse de toute façon, ce qui stupéfait Gwendoline, car il y a 5 minutes, il n'était qu'un Jou moyen prêt à se mettre un fusil dans la bouche. Gwendoline regarde autour de lui et pense qu'ils doivent être assez haut placés pour pouvoir organiser une cérémonie comme celle-ci, et apprécie la délicieuse nourriture devant lui. Cependant, le lendemain, il est surpris par la qualité de la nourriture au petit déjeuner, un contraste frappant avec la veille. Il se retrouve à manger du pain sec et de la soupe, qui a le goût de l'eau. Gwendoline regarde autour de lui et remarque que l'endroit a l'air pire qu'un refuge pour sans-abri. Alors, après le petit déjeuner, il trouve Eric pour comprendre ce qui se passe. Il dit à Eric qu'il est confus, parce qu'ils ont pu organiser une telle fête la veille. Mais Eric explique que c'était juste pour montrer aux invités et qu'en réalité, ils sont si pauvres qu'ils doivent aller chez KFC pour lécher les doigts des autres. Blague à part, Eric dit qu'ils doivent maintenir leur fierté noble devant les autres. Maintenant, c'est retour au pain et à l'eau. À ce moment-là, Wendelin pense qu'il aurait peut-être été mieux dans sa vie précédente. Et pour aggraver les choses, il réalise qu'il est le 8e fils, donc ses avantages sont minimes. Plus tard, Wendelin regarde une carte et voit qu'ils vivent dans le royaume de Helmut, qui a une population d'1 million d'habitants. Cependant, en examinant la carte de plus près, il constate qu'ils vivent dans le chevalier Baumeister, qui a une population de 800, le plus petit de toute la région. Wendelin observe son environnement désolé, pensant que sa vie est complètement foutue. Mais juste au moment où il pense que les choses ne pourraient pas empirer, il découvre que son frère Eric s'en va, avec 2 de ses autres frères aînés. Il s'avère qu'ils ont tous convenu de partir une fois que leur frère Kurt se serait marié. Comme ils ne peuvent pas se permettre de diviser les terres entre 8, ils cesseront d'être nobles. Mais en réalité, tout se résume aux compétences, donc ils s'en sortiront. Wendelin supplie de les accompagner, mais il ne peut pas car il n'est qu'un petit enfant. Et comme ça, ses 3 frères partent à la découverte de leur propre but dans ce monde. En colère et déterminé, Wendelin se dirige vers la bibliothèque pour apprendre tout ce qu'il peut afin de changer ses circonstances. Mais malheureusement, il ne trouve aucun livre utile.
En reposant un livre, il fait accidentellement tomber une balle de l'étagère avec quelques morceaux de papier. Lorsque Wendelin ramasse le morceau de papier, qui est en fait un manuel d'instruction pour une boule de cristal magique, il se moque de l'idée de la magie, mais quelque chose l'incite à continuer à lire. Il est écrit que tout le monde possède du mana, mais on dit que seulement une personne sur 10 000 a suffisamment de mana pour lancer des sorts magiques. Wendelin pense que tout cela n'est qu'une histoire, mais pour ne pas avoir de regrets, il décide de faire un saut de foi et de voir ce qui se passe. Il tente de lancer un sort magique sur la boule de cristal, mais rien ne se passe. Cependant, quelques instants plus tard, la boule de cristal brille comme un arc-en-ciel, ce qui prouve qu'il a une grande aptitude pour la magie. Gwendoline commence immédiatement à chercher d'autres guides magiques, mais il est soudainement interrompu par son père, qui lui ordonne de laisser tomber ses livres stupides et d'aller chercher du bois dans la forêt. Plus tard, il tente d'activer ses compétences magiques, mais échoue misérablement. De nulle part, un homme mystérieux apparaît et descend de nulle part, déclarant qu'il a enfin trouvé quelqu'un dont le niveau de magie correspond au sien. Il se trouve que l'étranger séduisant n'est autre qu'Alfred Rainford, un mage qui était l'ancien magicien de cour du réputé duché de Blakerutter, l'un des territoires du leur royaume. Il provoque involontairement un sanglier sauvage qui se précipite sur Wendelin, qui manque de se faire dessus. Wendelin essaie de s'enfuir, mais Alfred le saisit et le force à affronter sa peur. Le sanglier charge vers eux et Wendelin est terrifié. Cependant, alors que le sanglier se rapproche, il lance un sort de vent, le repoussant complètement. Alfred félicite Wendelin d'avoir utilisé son premier sort magique, mais ce n'est pas fini. Alors que le sanglier aux yeux rouges se précipite à nouveau sur eux, Alfred le repousse sans effort d'un simple mouvement de doigt, montrant sa magie impeccable. La mâchoire de Gwendoline tombe par terre. Et juste au moment où il pense ne pas pouvoir être plus surpris, Alfred lâche une bombe et révèle que Gwendoline est destinée à devenir un magicien bien plus grand que lui. Plus tard, Gwendoline franchit la porte de chez lui, accueillie par la vue familière de sa famille s'affairant. Le triste Brockie boit une tasse d'eau chaude qu'il appelle thé, ce qui lui rappelle le jour où Alfred lui a d'abord proposé la même boisson. Il se souvient avec amusement de la façon dont le maître de magie a réussi à faire tenir un sanglier entier dans un petit sac à sa ceinture. Ne perdant pas de temps, Alfred rappelle à Wendelin que leurs leçons de magie commenceront le lendemain. Soulignant l'importance de garder leurs arrangements secrets, Wendelin découvre que si leur partenariat est découvert, il pourrait devenir le seigneur du village, déplaçant son frère aîné égocentrique de son héritage. Ce changement de pouvoir pèse lourdement sur son esprit alors qu'il considère les implications pour sa nouvelle famille. La première leçon de Wendelin consiste à combiner la magie d'Alfred avec ses propres capacités, visant à synchroniser leur mana. Malgré les assurances d'Alfred sur le potentiel de Wendelin, le jeune apprenti remarque le toucher anormalement froid des mains de son mentor. Pendant ce temps, le père de Wendelin découvre que la boule de cristal a été déplacée et soupçonne Wendelin d'être impliqué. Cependant, il finit par rire de l'idée, supposant que son fils est une déception et manque de talent magique. Au fil des jours, Wendelin progresse remarquablement sous la direction d'Alfred, maîtrisant de nombreuses techniques avancées de magie. Alfred surprend même la famille de Wendelin en apportant un panier de légumes frais, disant qu'il est allé les chercher lui-même. Ce soir-là, la famille se réunit autour de la table, s'émerveillant de l'abondance de légumes frais. Le père de Gwendelin, dans son habituel ton taquin, le taquine sur l'utilisation de la magie pour acquérir les légumes, son rire remplissant la pièce. En revanche, le frère aîné de Gwendelin reste sombre et anxieux, comme d'habitude. Malgré les taquineries, leurs leçons de magie reprennent et les capacités de Gwendelin continuent de s'épanouir. Il apprend à utiliser la magie pour percevoir des choses et parvient même à traquer un Oro-Oro, une créature oiseau extrêmement rare, prouvant la valeur de Gwendelin et provoquant la compétence. Pendant leur repas, Wendelin défie Alfred à un défi de wasabi. À la grande surprise de Wendelin, Alfred accepte le défi et dévore le wasabi sans même broncher, laissant Wendelin en admiration. Alfred met ensuite en garde Wendelin contre le fait de s'aventurer trop profondément dans les bois et l'avertit des dangers de la forêt enchantée qui est peuplée de monstres. Malgré les risques, de nombreuses personnes parcourent la forêt à la recherche d'herbes rares et de médicaments, mais la plupart espèrent des richesses rapides sous forme de trésors. Après le dîner, Wendelin s'exerce à manipuler l'eau et confie à Alfred ses soupçons concernant l'espionnage de son frère aîné. Alfred reconnaît la peur du frère de Wendelin concernant ses droits d'héritage et demande à Wendelin s'il désire devenir un seigneur. Cependant, Wendelin exprime sa réticence, préférant ne pas se charger de telles responsabilités. Alfred suggère alors à Wendelin de considérer le chemin d'un aventurier semblable à son propre parcours. Inattendument, une aura sombre commence à envelopper le bras d'Alfred, lui causant une douleur intense. Il réalise qu'il lui faut encore plus de temps pour surmonter ce défi. Plus tard, Wendelin partage son aspiration à devenir un aventurier avec sa famille.
Cependant, son père écrase ses rêves, citant des contraintes financières qui les empêchent d'envoyer Gwendolyn à l'Académie des Aventuriers. Le lendemain, Alfred s'assoit avec Gwendoline et lui explique que l'Académie des Aventuriers est située à Branchburg, un centre commercial animé où même les enfants peuvent rejoindre des guildes et vendre des objets de chasse contre de l'argent réel. L'excitation de Gwendoline monte à la perspective de gagner suffisamment pour financer ses études. Cependant, pour être admis, il doit d'abord maîtriser le sort de voyage pour voler. Alfred démontre le sort en soulevant Gwendoline haut dans le ciel, lui montrant une vue à couper le souffle du monde en dessous. Cette nuit-là, une aura sombre et menaçante revient, englobant tout le corps d'Alfred et lui causant une douleur atroce. Le lendemain, en pratiquant le sort de vol, Alfred informe Gwendoline que leur entraînement va bientôt se terminer. Gwendoline a fait des progrès remarquables et est maintenant jugée prête à entreprendre son voyage. Lors d'un repas du soir à la maison, leur père raconte une histoire glaçante sur les morts murmurants dans la forêt voisine, une créature mort-vivante dotée d'intelligence. Gwendoline réalise soudain qu'Alfred est l'un de ces êtres et se précipite à sa recherche. Alfred lui révèle sa vérité, il est devenu l'un des morts murmurants. Il y a 5 ans, le fils aîné du précédent duc est tombé malade, ce qui a poussé le duc à se rendre dans la forêt enchantée à la recherche d'un remède. Alfred l'a accompagné pour le protéger, mais ils ont été dépassés par une armée de 2000 monstres. Épuisé et accablé, Alfred a ressenti un profond regret qui l'a transformé en mort murmurant. Cependant, ces créatures avancent lorsque leurs souhaits sont exaucés. Le souhait d'Alfred était de transmettre son savoir magique, un objectif qu'il a accompli. Comme dernier test, Alfred demande à Gwendoline d'exécuter une magie sacrée et de le purifier, mettant ainsi fin à son existence. Initialement réticent, Gwendoline finit par accepter d'honorer les souhaits d'Alfred. En larmes, il suit les instructions de son maître et le purifie, regardant Alfred disparaître dans le vide. Les années passent et un Gwendoline plus jeune, armé de ses capacités magiques et de ses nouvelles connaissances, quitte son foyer avec ses affaires, entreprenant son voyage pour devenir aventurier. À son arrivée à l'Académie des Aventuriers, Gwendoline est remplie d'espoir, désireux de se faire de nouveaux amis et de commencer son nouveau voyage. L'Académie bourdonne d'étudiants issus de divers horizons, chacun montrant ses capacités magiques uniques. Louise Jolin Aurelia Overweg, la 3e fille ardente de la famille Overweg, démontre sa maîtrise des points magiques, tandis qu'Elina Suzanne Hillenbrand, la 3e fille pleine d'esprit de la famille Hillenbrand, excelle avec la lance. Alors que Gwendoline attend nerveusement que quelqu'un s'approche de lui, son tour de se présenter arrive. À son grand désarroi, la pièce tombe silencieuse lorsqu'il partage son nom, révélant qu'il est le seul étudiant en magie boursier. Malgré cela, ses capacités magiques sont déjà à la hauteur des celles des aventuriers de haut niveau. Par la suite, le professeur distribue des feuilles de papier demandant aux étudiants de former des groupes, car l'entraînement commence le mois suivant. Gwendoline se sent seule et isolée pendant le déjeuner, ressentant le poids de son statut solitaire au milieu du bonheur de ses camarades. Assise seule, la solitude de Gwendoline est interrompue lorsque Louise attire son attention et fait signe à un jeune épéiste nommé Erwin Van Armin. Erwin, le 5e fils plein d'entrain de sa famille, est intrigué par l'évidente puissance magique de Gwendoline, ce qui l'incite à rejoindre leur groupe en classe. Le professeur souligne l'importance du travail d'équipe pour gagner de l'argent grâce à la chasse. Erwin élabore un plan avec les filles, proposant qu'elle surpasse Gwendoline en capturant plus de gibier pour l'impressionner. Le jour de l'échange, le groupe de l'Axe présente fièrement un gros sanglier. Cependant, le groupe d'Erwin vole la vedette en montrant 3 sangliers de taille respectable, visant à faire une impression durable sur Gwendoline. Gwendoline entre sur la scène les mains vides, mais surprend bientôt tout le monde en sortant divers animaux sauvages de son sac magique. L'affichage étonnant des capacités magiques de Gwendoline envoie des ondes de choc à travers les autres groupes, les poussant à reculer, incluant le groupe arrogant maniant la hache, qui ne peut s'empêcher de se sentir dépassé. Lorsque Gwendoline reçoit ses gains, il invite les autres à se joindre à lui pour un repas, seulement pour se retrouver seul, l'espace vide autour de lui résonnant de sa solitude. Cette nuit-là, Erwin et les filles s'ouvrent sur leurs origines familiales, révélant comment la pauvreté a limité leurs opportunités. Seuls les aînés ont droit à l'éducation et à l'héritage des terres, les laissant découragés et démotivés dans la poursuite de leurs rêves. Frustreux par cette injustice, Ena plaide avec passion pour se battre pour leurs aspirations, tandis que Louise offre une lueur d'espoir, les encourageant à utiliser leur magie limitée pour améliorer leurs capacités physiques. Déterminées, elles résolvent de chasser plus d'animaux pour attirer l'attention de Gwendoline. Le lendemain, ils s'aventurent profondément dans la forêt enchantée, à la recherche de meilleures proies, seulement pour se retrouver entourés par une meute de loups sauvages. Erwin subit des blessures lors de l'escarmouche, mais Gwendoline, utilisant ses capacités de détection magique, sent leur détresse et se précipite à leur secours. Dans l'infirmerie, après la rencontre avec les loups, Erwin et son groupe s'excusent auprès de Gwendoline, se sentant indignes d'être dans son groupe.
Cependant, Gwendoline exprime son désir de faire partie de leur équipe, les rassurant que les deux parties ont utilisé l'autre pour un gain mutuel. Peu après, le professeur fait une annonce excitante. Le duc de Blycrotter a étendu une invitation à tous les étudiants de l'académie pour une grande fête. L'excitation remplit l'air, alors que les étudiants attendent avec impatience l'événement. Cependant, le groupe, armé de haches, tente de diminuer la valeur de Gwendoline, suggérant que la fête n'est qu'un stratagème pour le présenter au duc, ignorant l'importance des autres étudiants. Malgré les tentatives de diminuer sa valeur, Gwendoline, avec le groupe d'Irwin et les autres étudiants, se prépare pour la grande affaire, s'habillant de leurs plus beaux atours. Lors de l'événement, le duc se présente sous le nom d'Amadeus Fredag von Blanchit-Blycrotter et demande la compagnie de Gwendoline. Gwendoline accepte, mais seulement à condition que son groupe puisse l'accompagner, désignant Irwin et les filles, qui sont surprises par cette demande inattendue. En entrant dans le manoir du duc, ils sont accueillis par le magicien de la cour, Brandtag Ringstadt, qui reconnaît instantanément Gwendoline comme un disciple d'Alfred grâce à son sac magique. Brandtag révèle qu'il a pu suivre la magie d'Alfred, mais qu'elle a disparu il y a 7 ans. Après avoir confirmé son statut, Gwendoline révèle que le sac contient les effets personnels des hommes qui avaient accompagné Alfred, et il exprime son désir de les retourner. Plus tard, devant le palais, Irwin et les filles réfléchissent aux expériences de Gwendoline. À leur grande surprise, il apparaît et ils confessent leurs intentions initiales de l'utiliser. Cependant, Gwendoline souligne que les deux parties avaient leur raison et qu'ils souhaitent vraiment former un groupe avec eux. Ils acceptent son offre, réalisant la sincérité de ses paroles. Soudain, Amadeus et Brandtag s'approchent, informant Gwendoline qu'en reconnaissance de son geste, ils recevront une somme d'argent significative et qu'il héritera de l'auberge de son maître. À la fin, Gwendoline se retrouve à dîner seule dans le grand manoir, contemplant le désir de partager sa nouvelle richesse. Il regarde la liste des noms de ses compagnons de groupe, chérissant les amitiés qu'il a formées et attendant avec impatience les aventures à venir. Gwendoline décide d'emmener ses compagnons à la prochaine cérémonie de mariage d'Erich, qui est prévue pendant les vacances d'été de l'Académie. Ils voyagent sur un vaisseau aérien magique avec Brandtag, qui sert de guide, et se dirigent vers la capitale. Pendant le voyage, Louise s'habille de manière extravagante, espérant attirer l'attention d'un noble. Cependant, lors du mariage, elle trébuche et s'appuie sur Irwin, qui tient nerveusement une barre. Craignant la possibilité d'un crash du vaisseau, Brandtag apparaît à bord pour faire le point sur la situation de leur domaine, rassurant Louise que les vaisseaux magiques sont sûrs. Cependant, il mentionne la menace potentielle d'un dragon géant, et soudain, une version morte-vivante d'un ancien dragon les entoure. Un dragon squelettique émerge et attaque le vaisseau, provoquant la panique parmi les passagers. Le capitaine les assure que Brandtag s'occupera de la situation, mais Brandtag explique qu'il ne peut pas utiliser de magie sacrée contre le dragon. Au lieu de cela, il demande à Gwendoline de relever le défi pendant qu'il protège le vaisseau. Gwendoline accepte le défi et affronte le dragon, utilisant sa magie sacrée pour le vaincre. Avec l'aide de Brandtag, il place les os du dragon, y compris une gemme rouge de sa poitrine, dans le sac sacré. De retour sur le vaisseau, Gwendoline exprime son désir de faire un achat dans la capitale. Cependant, Erutario, un ami marchand de Brandtag avec une influence politique, arrive et explique qu'il pourrait être compliqué pour lui de faire un tel achat. À leur arrivée dans la capitale, les étudiants sont impatients d'aller faire du shopping. Brandtag s'excuse, laissant Arutirio aux commandes. Tout à coup, une armée s'approche et un chevalier exprime sa gratitude à Gwendoline pour son courage à avoir vaincu le dragon. Il informe Gwendoline que le roi attend avec impatience sa présence. Ils sont rapidement escortés jusqu'à une voiture d'attente qui les transporte au château. Une fois là-bas, les autres étudiants se dirigent pour rendre visite à Erich, laissant Gwendoline et Erutario seuls dans les grandes salles du château. Le roi exprime sa sincère gratitude à Gwendoline, lui accordant le prestigieux titre de baronnet ainsi que la médaille des jumeaux dragons. Gwendoline promet solennellement sa loyauté au roi dans le cadre de la cérémonie. Pendant ce temps, chez Erich, Brandtag discute du nouveau statut de Gwendoline avec les autres étudiants. Il explique qu'au sein de la lignée Baumeister, le rang le plus élevé atteint est celui de chevalier, ce qui signifie que Gwendoline dirige maintenant une nouvelle branche familiale. Les étudiants ressentent une pointe de tristesse, inquiets que cette nouvelle responsabilité puisse entraver les aventures de Gwendoline. Cependant, Brandtag les rassure, expliquant que sans bien foncier, Gwendoline reste libre de poursuivre ses aventures, ce qui remonte leur morale. De retour au château, le processus de vente des actifs commence, entraînant à désaccord sur la juste part des bénéfices de Gwendoline. Lord Marshal Edgar et Lord Commissionnaire Ruckner négocient la valeur des os de dragon et des pierres magiques. Cependant, le cardinal Auenheim intervient, révélant le statut d'honoré de Gwendoline en tant qu'émissaire de la lumière, résolvant rapidement le différend. Arutirio ajoute que le cardinal est une personne astucieuse qui s'attendrait à des faveurs en retour de son soutien.
En quittant le château, Gwendoline rencontre un homme tentant de le recruter comme officier, mais il est arrêté par les grands gardes du royaume. Aruthyrio lui conseille de s'habituer à une telle attention, car être baronnet attirera de nombreuses offres d'emploi et propositions de mariage, ce qui peut être épuisant. Le lendemain, c'est le mariage d'Erich, où Gwendoline retrouve ses frères, Erich, Paul et Helmut. Erich révélait que leur famille n'a pas encore reçu de cadeau de mariage car il manque de fonds pour un présent extravagant. De plus, la famille Baumeister est vassale du duc de Blickrötter, qui est censé fournir une assistance financière. Cependant, les Baumeister ne peuvent pas rembourser leur dette au duc. Éprouvant de l'empathie pour son frère, Gwendoline propose de fournir les cadeaux de mariage, malgré le fait qu'il trouve les responsabilités de la noblesse lourdes et accablantes. Plus tard, Aruthyrio présente à Gwendoline un pot de riz fondu avec koji, supposant que Gwendoline a l'intention de l'échanger. Cependant, Gwendoline surprend tout le monde en les téléportant chez lui, déclarant que c'est leur nouvelle résidence. Il leur enseigne ensuite comment préparer du miso en utilisant le koji. Alors qu'ils savourent le délicieux miso, Gwendoline se remémore ses jours en tant qu'employée de bureau, réfléchissant à la distinction entre fermentation et putréfaction. La journée se termine avec Gwendoline servant joyeusement sa famille et ses amis. La scène se déplace vers le cardinal Hohenheim, qui convoque sa petite fille, Élise, et l'informe qu'il a choisi son futur mari. Après la cérémonie à l'église, le cardinal Hohenheim invite Gwendoline à offrir un geste de gratitude. Ensuite, Élise Katharina von Hohenheim, la petite fille du cardinal, entre et se présente. Gwendoline remarque ses capacités magiques, en particulier son expertise en magie de guérison sacrée, qui lui a valu le titre de Sainte Hohenheim dans la ville. Étonnamment, le cardinal révèle son désir de voir Élise se marier, mentionnant ses nombreux prétendants. Gwendoline suggère en plaisantant de les rejoindre, mais le cardinal prend cela au sérieux et organise rapidement leurs fiançailles, montrant son acumène politique. Plus tard, le cardinal discute des fiançailles avec son majordome, révélant qu'il avait précédemment obtenu l'approbation du roi. Il reconnaît également le don significatif de Gwendoline, indiquant sa compréhension de l'influence de l'Église. Pendant ce temps, Gwendoline, déguisée en bouffon, partage la nouvelle de ses fiançailles avec son ami. Il réalise qu'il n'existe pas de mariage romantique pour les nobles, et parmi eux, les mariages d'amour sont rares. La femme de son frère l'aide avec son costume de clown, alors que Gwendoline prend la rue dans son déguisement de bouffon pour éviter d'être reconnue. Le cœur brisé, il souhaite simplement voir les sites de la capitale sans être dérangé. Cependant, un lancier le remarque et l'identifie, provoquant une agitation. Les gens commencent à le reconnaître et une foule se rassemble, à son grand déroi. Pour échapper à la foule accablante du roi, il se téléporte. De retour à leur auberge, Gwendoline se plaint à Irwin et Eric d'avoir été reconnus. Irwin suggère de l'engager comme garde du corps, et il accepte, faisant de lui son homme de main. Gwendoline se téléporte plus tard chez le cardinal où il rencontre Élise. Il monte sur le toit pour avoir une conversation privée afin de mieux la connaître. En réalité, il veut lui demander son avis sur leur fiançailles car il ne veut pas se retrouver coincé dans un mariage malheureux toute sa vie. Heureusement, lorsqu'il lui demande son consentement, elle lui dit qu'elle est plutôt heureuse de cet arrangement, ce qui le satisfait. Le soir, de retour au manoir de Gwendoline, il informe les filles de son nouveau travail, suscitant leur intérêt pour être embauchées également. Cependant, Irwin les taquine sur le fait de devenir ses subordonnées, ce qu'elle refuse catégoriquement. Au lieu de cela, elle suggère en plaisantant de devenir les concubines de Gwendoline. Louise commence à concevoir des vêtements, expliquant à Ina que devenir la concubine de Gwendoline pourrait lui offrir des opportunités pour ouvrir une école et obtenir la reconnaissance de sa famille. Inspirée par cela, Ina se joint à la discussion. En entendant les filles débattre sur les vêtements, Gwendoline reçoit une invitation pour un rendez-vous avec Élise. Le lendemain, ils déjeunent ensemble et, après le repas, le majordome suggère qu'en tant que gentleman, Gwendoline devrait envisager d'offrir un cadeau à Élise. Se sentant gênée, Gwendoline acquiesce et ils visitent une bijouterie pour regarder des bagues de fiançailles. Gwendoline est surpris par les prix élevés, mais après mûre réflexion, il choisit une bague de fiançailles spécialement conçue avec une pierre magique au prix de 300 pièces d'or. Pendant le trajet en voiture, Élise suppose que Gwendoline a choisi la bague parce qu'elle lui permet de stocker du mana dans la pierre. Cependant, Gwendoline la taquine en disant qu'il l'a choisie parce qu'il pensait qu'elle était parfaite pour elle. Flattée par sa sincérité, Élise est touchée lorsque Gwendoline infuse la pierre de mana, la faisant briller et révélant l'univers à l'intérieur. Pendant ce temps, Wendy le cardinal demande l'avis de son majordome sur Gwendoline. Le majordome franc remarque que Gwendoline a traité Élise comme une fille ordinaire et qu'ils ne peuvent pas prédire ses pensées. Alors que la journée touche à sa fin,
Gwendoline, étant un travailleur dans l'âme, réfléchit au fait que le déjeuner aurait été bien meilleur avec de la sauce soja. Dans leur manoir, le groupe discute de leur stratégie, nommée Opération Séduction de concubines, qu'ils prévoient de reprendre à leur retour à l'académie, la considérant comme un moment opportun puisque Élise est dans la capitale. Pendant ce temps, une fille entre et en profite pour s'enquérir de Gwendoline auprès de ses amis. Pendant ce temps, Gwendoline lui-même reçoit une mission du roi pour soumettre un autre dragon qu'il considère comme un travail de serviteur. Ailleurs, un chevalier explique la situation désespérée du royaume. Les fournitures sont insuffisantes, mais ils doivent affronter un dragon ancien. Seuls les mages peuvent résister au souffle enflammé du dragon et ils sont rejoints par Armstrong, le magicien du palais, un mage grand, musclé et enthousiaste qui jure de vaincre rapidement le dragon ancien. Ils s'envolent vers la garnison militaire à la frontière de la prairie de Palkenia. Pendant ce temps, Eric explique qu'alors que Gwendoline s'apprête à vaincre le dragon, son armée doit gérer des monstres en furie. Comme il manque d'un commandant officiel, il nomme Erwin, le bras droit de Gwendoline, pour les diriger. Pendant que Gwendoline s'attaque au dragon, il est révélé que le palais l'a choisi intentionnellement pour cette tâche afin d'éviter de lui accorder de vastes terres en récompense. En tant que noble de la robe, les récompenses seront réglées par des médailles et de l'argent. Alors que plusieurs hommes arrivent à la porte prêts à se battre, Erwin les mène nerveusement vers le champ de bataille. À la tombée de la nuit, Louise, Enna et Erwin ressentent le poids de l'anticipation pour leur première bataille contre les monstres. Leur anxiété augmente lorsque Élise arrive de manière inattendue. Il s'avère qu'ils l'ont convoquée pour aider à soigner, mais elle devient triste en apprenant que Gwendoline est partie affronter le dragon. Le lendemain matin, Armstrong, Brantag et Gwendoline arrivent sur le champ de bataille. Armstrong revêt une armure magique et engage le dragon, le maîtrisant rapidement. Cependant, l'armure épuise sa magie rapidement, posant un risque s'il l'épuise complètement. Par conséquent, il se concentre sur la restriction du dragon, permettant à Gwendoline de porter le coup final avec une frappe décisive. Il vainc le dragon et Gwendoline conserve ses restes dans son sac magique. Brantag suggère de vendre les parties du dragon, mais Gwendoline et Armstrong l'avertissent de la menace imminente de nouveaux monstres. Pendant ce temps, les garçons prennent le petit déjeuner avec Élise lorsqu'un soldat arrive avec des nouvelles de la victoire de Gwendoline sur le dragon et les soldats se préparent à rentrer. Bien que soulagés, leur joie est de courte durée lorsqu'ils apprennent le nombre écrasant de monstres sur les lignes de front. Lorsque le mana d'Élise s'épuise, elle le renouvelle en utilisant la gemme de sa bague. En réfléchissant à l'affirmation précédente de Gwendoline selon laquelle il faisait semblant d'être un héros, elle réalise que s'il peut rassembler du courage, elle le peut aussi, même dans des moments de mana épuisés. Continuant à s'occuper des médicaments, Élise écoute les soldats faire l'éloge de Gwendoline, parlant de lui en termes élogieux. Un matin, un soldat arrive au camp en mentionnant le nom de famille de Gwendoline, ce qui fait paniquer Élise et la pousse à se précipiter pour le voir. Cependant, elle découvre que c'est son frère épuisé au sol. Soudain, Gwendoline apparaît à ses côtés et la surprise la fait s'évanouir. Lorsqu'elle reprend connaissance, Gwendoline lui assure que tout a été un succès grâce à ce qu'elle a dit de lui. Elle avoue qu'elle sait qu'il n'est pas un héros, ce qui lui vaut un sourire. Quelques instants plus tard, l'excité Armstrong se précipite pour embrasser Élise, révélant qu'il est son oncle. Finalement, tout le monde déménage dans le manoir de la capitale. Les filles s'inquiètent que le plan soit en crise car Élise va vivre avec Gwendoline. Lorsqu'Élise rend visite à Gwendoline, elle suppose qu'il est déjà financé à Louise et Ina. Cependant, Gwendoline lui demande si l'idée de concubine lui convient, ce à quoi elle répond positivement. Soudain, Louise et Ina expriment leur désir de l'épouser et il accepte. À l'approche du jour du mariage de Helmut, les frères profondément religieux de Gwendoline lui rappellent que la nation surveille de près ses actions. Ils mentionnent un tournoi à venir où il devra compter uniquement sur ses compétences à l'épée sans aucune aide magique. Cette nouvelle rend Gwendoline mal à l'aise car il a l'habitude de compter sur la magie et est pratiquement inutile sans elle. Lors de leur séance d'entraînement, la capacité des filles à améliorer leurs compétences avec la magie les aide à vaincre Erwin, qui réagit de manière dramatique. Il remarque Gwendoline volant au-dessus d'eux et Enna mentionne sa rencontre avec le cardinal. Plus tard, lors d'une discussion avec Brantag, ensuite, les garçons discutent des détails du tournoi. Brantag souligne l'importance de gagner. Pour éviter l'embarras, il suggère que les filles s'entraînent sans magie et Erwin réalise qu'il doit améliorer son jeu. Après l'avertissement doux de Brantag pendant le dîner, ils apprennent que Warren, le précédent vainqueur du tournoi, ne participera pas cette fois-ci. Gwendoline se sent mieux en sachant cela car son principal objectif est d'éviter de se sentir embarrassée. Pendant le tournoi, Brantag annonce qu'Élise rejoindra leur groupe d'aventuriers, apportant de la joie à tout le monde même si elle ne participera pas au tournoi. Erwin, cependant, se sent mal à l'aise en tant que seul membre sans capacité magique. Gwendoline les surprend déclarant sa détermination à gagner le tournoi. Le lendemain, ils s'entraînent tous avec rigueur, Erwin se concentrant particulièrement sur le fait de se démarquer. Pendant une pause repas, Gwendoline lâche la bombe que Warren va effectivement participer.
car le roi veut qu'il gagne pour remplir une exigence d'enseignement. Cette nouvelle augmente l'anxiété d'Erwin, le poussant à demander à Gwendoline s'il le mettrait à la porte du groupe s'il perd. Gwendoline le rassure, révélant qu'Élise s'entraîne aussi en secret par peur de décevoir, ce qui aide Erwin à réaliser que même ceux avec de la magie peuvent se sentir nerveux. Il s'excuse auprès des filles et reprend l'entraînement. Alors que le jour du tournoi arrive, Élise surprend les garçons avec de la nourriture tandis que Gwendoline, épuisée, s'endort debout. Lorsque vient son tour de combattre contre Warren, il rassemble son courage, sachant qu'il doit donner le meilleur de lui-même malgré l'adversaire redoutable. Warren assène un coup décisif à Gwendoline, le laissant tituber en revenant vers Brantag et Armstrong qui sont plus spectateurs que soutenants à ce stade. Après le retour de Louise, qui manque de peu les préliminaires, Enna se retrouve face à Rodrich, un utilisateur de lance obstinément agaçant obsédé par Gwendoline et un recrue espéré pour son groupe. À sa grande surprise, elle perd malheureusement et rejoint Gwendoline et Louise, partageant des informations sur Rodrich, un marchand et comptable habile. Remarquant que Gwendoline s'endort, Élise s'excuse de son absence, révélant son rôle surprenant en tant que chef cuisinier. Pendant ce temps, Erwin avance vers la finale, se préparant à défier Warren. Bien qu'il manque de prouesse magique, les filles conseillent à Erwin de reconsidérer, craignant qu'il ne soit surpassé. Cependant, Erwin est résolu, inspiré par les notes encourageantes laissées par Gwendoline sur leur repas. Avec un nouveau sentiment de confiance, il prend une bouchée de la nourriture et décide de concourir pour ne pas décevoir son ami. Plus tard, nous assistons à Warren entraînant Erwin et Enna aux côtés de Rodrich, laissant entrevoir leur succès éventuel. Pendant ce temps, Gwendoline rejoint Louise alors qu'elle se prépare à s'entraîner avec Armstrong, leur instructeur d'arts martiaux. Au fil du temps, des rapports fiscaux arrivent pour le père de Gwendoline qui les transmet rapidement à Kurt. Pendant cette période, la femme de Kurt et son fils Carl lui rendent visite, mentionnant l'intérêt de quelqu'un à discuter de Gwendoline, ce qui met Kurt en colère. Plus tard, il reçoit une lettre anonyme lue par sa femme, révélant que Gwendoline explore actuellement des ruines anciennes. Pendant ce temps, Gwendoline et ses amis se réjouissent alors que 3 ans se sont écoulés rapidement, marquant leur passage à l'âge adulte et leur liberté des obligations nobles. Ils ont embrassé la vie d'aventuriers et se lancent dans leur première mission sans le poids des liens aristocratiques. Cependant, leur excitation est tempérée lorsque Brantag arrive avec une lettre du roi, chargeant Gwendoline d'une expédition vers des ruines anciennes, un écho inattendu de leur passé. En route vers les ruines, ils s'enquièrent de la présence de Brantag, apprenant que le roi lui a assigné la tâche de superviser leur voyage. Étant donné l'histoire des aventuriers ne revenant pas des ruines, des soupçons surgissent quant à un dragon tapi dans l'ombre. Fidèles à leur nom, Dragon Busters, ils se sentent obligés d'enquêter. S'aventurant plus profondément dans les ruines anciennes, ils activent sans le savoir un piège magique astucieux provenant d'une civilisation oubliée depuis longtemps. En un instant, ils se retrouvent transportés dans les profondeurs des ruines. Accueillis par une inscription avec un message cryptique inversé, Brantag, leur guide, explique la situation désespérée. Ils doivent monter à travers les ruines labyrinthiques pour s'échapper. Cependant, leur méconnaissance des lieux rend la téléportation inutile, les obligeant à entreprendre l'escalade difficile vers le haut. En naviguant dans un escalier en colimaçon, ils finissent par arriver dans un couloir faiblement éclairé menant à une vaste chambre remplie de golems, des gardiens de pierre animés des anciennes ruines. Alors que la porte se scelle derrière eux, les golems s'animent, leur mouvement mécanique signalant une attaque imminente. Dirigé par Gwendoline, le groupe monte une défense vaillante, s'assurant qu'il conserve ses réserves magiques pour les épreuves à venir. Au milieu du chaos, ils tombent sur les restes squelettiques d'anciens aventuriers, un sinistre rappel des dangers qui les attendent. Leur voyage se poursuit alors qu'ils avancent, rencontrant d'autres golems par un autre escalier. Pendant ce temps, à la cour royale, le roi s'entretient avec Armstrong, exprimant une inquiétude croissante concernant l'absence prolongée de Gwendoline et la rapide propagation de fausses rumeurs à son sujet. Des sourires malveillants d'un groupe de courtisans laissent entrevoir une intention malicieuse envers les partisans de Gwendoline. Le baron Ruckner se révèle être le maître d'œuvre de la tromperie, manigançant pour élever les enfants de Kurt en tant qu'héritiers en orchestrant la chute de Gwendoline. De retour dans les profondeurs des ruines, le groupe persévère, engagé dans une bataille implacable contre les golems, leur endurance mise à l'épreuve alors qu'ils prennent tout à tour de courtes pauses. Soudain, ils tombent sur une chambre apparemment vide, juste au moment où un majestueux dragon de gemmes s'éveille en son centre à un moment critique avec Enna. Entraînée par les golems et avec les réserves magiques d'Élise s'amenuisant, Gwendoline élabore un plan pour combiner sa magie avec celle de Brantax. Malgré leurs efforts, ils se retrouvent incapables de surmonter les défenses redoutables du dragon, leur mana s'épuisant rapidement. Sentant leur situation désespérée, Louise intervient, soignant rapidement Anna avant de lancer un sort de lumière radieuse sur Gwendoline. Dans un moment d'intimité inattendue, leurs lèvres se rencontrent dans un baiser, déclenchant une montée de pouvoir qui leur permet de vaincre le dragon.
Épuisés, ils s'effondrent, pour se réveiller plus tard dans un lit et leur épreuve semble terminée. En reprenant conscience, Gwendoline entend les filles discuter du sort peu conventionnel d'Élise. Bien qu'elles reconnaissent que le baiser était inutile, elles comprennent le sentiment derrière ses actions. Par la suite, Gwendoline et Élise s'aventurent dans une bibliothèque au sein des ruines, où elles retrouvent Brantak. Il les éclaire sur les origines des ruines, révélant qu'elles ont été construites par le comte Hickelberg, un puissant magicien déterminé à protéger son héritage. En explorant davantage, il rencontre une collection de navires anciens servant de cœur magique. En activant un levier, il déverrouille une trappe cachée, révélant un repère mystérieux dissimulé dans les profondeurs des ruines. À leur retour au château, ils commencent à trier leur découverte et apprennent que le roi a l'intention d'acheter tout sauf le cercle magique, que le mage achètera. La somme que le roi leur propose est stupéfiante, 2 millions de pièces d'or, laissant Gwendoline abasourdie autour d'un thé avec Armstrong. Plus tard, Gwendoline partage son projet de quitter la capitale et de poursuivre des aventures à Brightberg. Armstrong acquiesce, s'engageant à découvrir l'individu derrière les rumeurs au sujet de Gwendoline. Bien qu'il soit surpris par cette révélation, il apprend d'Armstrong que l'avancement attire souvent l'envie. Le groupe décide collectivement de rejeter l'offre de 2 millions de pièces d'or chacun, choisissant plutôt de faire don de leurs gains à Armstrong. Par conséquent, Gwendoline se retrouve avec une somme substantielle de 10 millions de pièces d'or, anticipant que cette nouvelle richesse pourrait entraîner d'autres problèmes. Pendant ce temps, chez le frère de l'agent des finances, un rassemblement des détracteurs de Gwendoline se réunit en apprenant qu'il a survécu. Alimentés par leur animosité à son égard, ils commencent à comploter à nouveau sa disparition. À ce moment-là, une silhouette mystérieuse encapuchonnée est vue observant Gwendoline et le groupe pendant qu'ils savourent leur repas. Ils mentionnent leur intention de laisser le manoir aux soins de quelqu'un de confiance. Réalisant la nécessité de loyauté, après quelques délibérations, ils décident d'engager Rodrich pour ce rôle, car il est souvent le gars le plus négligé et ignoré de leur équipe. Ils lui proposent le poste avec un gâteau, et Rodrich, se considérant comme un noble, l'accepte avec empressement. Plus tard, Louise détecte la présence de la silhouette encapuchonnée et alerte les autres. Rodrich suggère que Gwendoline devrait quitter la capitale pour découvrir la personne derrière les rumeurs de sa disparition. Mais Gwendoline est déterminée à agir. La silhouette encapuchonnée se révèle être une fille. Par la suite, le groupe se rend à la guilde de magie où leur guide les conduit à Lucas Gotts-Beckenbauer, le directeur du laboratoire. Gwendoline demande l'utilisation du cercle magique de Lucas, qui a la capacité de matérialiser tout ce que l'on imagine. Pendant le processus, Lucas fait une remarque sur les avantages de cette condition, ce qui entraîne un moment gênant pour Gwendoline et de la confusion parmi les filles. Lors de leur deuxième tentative, elles se cachent toutes et Gwendoline réussit à matérialiser l'objet de son désir juste devant elle. Après leur retour au manoir, Gwendoline organise un rassemblement rempli de gratitude. Rodrich révèle la source de la rumeur, le frère de l'agent financier. Cela pousse Gwendoline à initier une enquête. Pendant ce temps, l'observateur encapuchonné assiste au festin, y compris le ton conjuré magiquement par Gwendoline. Intriguée, elle fait irruption dans le manoir, provoquant un tumulte. Malgré les tentatives de le protéger, elle confronte Gwendoline et commence à dévorer la nourriture. Edgar arrive en présentant l'intrus comme Wilma et Alvan Nasgaran, sa fille qui se propose comme garde-corps ou concubine. Brantak précise sa condition, le syndrome du héros, qui renforce magiquement sa force. Gwendoline révèle alors son plan de déménager à Breckburg pour la chasse. Mais Edgar le surprend avec une révélation sur la chasse aux monstres là-bas. Le duc s'approche également de Gwendoline avec une demande. La scène se déplace vers la femme de Kurt qui révèle à son mari le plan de son beau-frère. L'avidité de Kurt l'inquiète cependant, elle est surprise de voir Gwendoline et les autres enfants dehors par la fenêtre. La scène change pour la maison des parents de Gwendoline, où il boit malheureux le célèbre thé insipide qui lui rappelle ses temps difficiles. Son père, Sir Arthur, révèle qu'il y a 15 ans, le duc de Blycroder a mené une armée dans la forêt enchantée à la recherche d'un remède magique universel. Malheureusement, ils ont tous péri, et Alfred Rainford faisait également partie de cette armée. Brantak explique que les corps de ces soldats tombés sont maintenant devenus des morts vivants, spécifiquement des zombies. Il ajoute que le duc lui a confié, ainsi qu'à Wendell, la tâche de purifier tous les morts-vivants avant qu'ils ne deviennent des morts-vivants plus puissants comme des liches. Comme les zombies se trouvent sur leur terre, Ardor a droit à 30% de tout profit tiré des matériaux des zombies. Mais Kurt exige avidement 50% et essaie d'insister pour que les zombies et leurs biens soient laissés dans la forêt au lieu de recevoir des funérailles appropriées. Kurt prétend que leurs soldats étaient pauvres et qu'ils avaient déjà tenu leurs funérailles. Il devient clair que Kurt est fou, mais Élise intervient dans la conversation et dit qu'elle sera plus qu'heureuse d'aider à organiser à nouveau les funérailles. Après la purification, le Kurt agacé la taquine, disant qu'elle fait tout cela pour la gloire.
En entendant cela, Irwin perd patience et crie à Kurt d'arrêter toutes ces absurdités. Une dispute s'ensuit entre eux, mais Wendelin calme tout le monde et accepte humblement l'accord de son frère. Cependant, les filles sont furieuses de l'attitude de Kurt et défendent Wendelin en disant à Kurt que même s'il est le frère cadet, il reste un baron. Cela met encore plus en colère Kurt et Wendelin remarque le changement chez son frère. Plus tard, Kurt commence à donner des ordres aux villageois pour travailler, mais il s'interroge sur Wendelin et son travail de purification de leurs proches. Un vieil homme dit qu'il veut que le tueur de dragons purifie son fils décédé, mais Kurt ne montre aucune émotion. Il devient furieux et son assistant annonce que Wendelin n'est qu'un aventurier et ne restera pas longtemps dans la ville. Faux. La scène se déplace alors chez Kurt, où Marlène, la femme d'Hermann, a préparé un pis pour montrer son soutien à Wendelin. Elle lui dit que son grand-père est également un mort-vivant, et il promet de lui rendre ses affaires. Elle suggère alors qu'il devrait être le seigneur du domaine, ce qui effraie Hermann, car Kurt déteste Wendelin. Wendelin réalise l'animosité et la jalousie de Kurt envers son succès, et est haï par les serviteurs et les villageois qui préféreraient que Wendelin hérite de la seigneurie. Le lendemain marque le début des efforts de purification, entraînant l'émergence des esprits. Avec l'aide d'Élise, Wendelin est en la portée de la purification, construisant une barrière qui purifie automatiquement tout mort-vivant croisant son chemin. Malgré leurs efforts, le grand-père de Marlene reste insaisissable parmi les esprits. Soudain, un wyvern et un dragon se matérialisent, incitant Wilma à les abattre avec sa hache, facilitant ainsi leur purification. À mesure que d'autres monstres apparaissent, le groupe s'engage dans la bataille, purifiant systématiquement chacun d'eux. Finalement, il confronte le grand-père de Marlene, désormais transformé en lich. Il s'enquiert de sa petite fille, et Gwendoline lui assure qu'elle est en sécurité avec une personne bienveillante. Cette assurance le réconforte, et Élise procède à sa purification, lui permettant de retourner au village. En remettant les armures aux villageois, ceux-ci expriment leur gratitude. Cependant, l'ego fragile de Kurt le pousse à intervenir, insistant pour qu'il remette les armures aux forgerons en raison de pénurie de fer dans le domaine. Les villageois protestent, souhaitant honorer leurs proches décédés en utilisant l'armure pour leurs funérailles. Gwendoline intervient, contrecarrant les tentatives de Kurt de s'emparer des armures en lui offrant à la place un gros bloc de fer. Ce geste frustre Kurt, et reconnaissant de l'intervention de Gwendoline, les villageois commencent à le considérer comme un potentiel leader pour le domaine. À son retour au domaine du duc, Wendy reçoit l'ordre de retourner au village pour superviser le tri des affaires des villageois avant de les remettre. Dans le village, des funérailles sont célébrées avec Élise dirigeant les prières. Rapidement, des discussions émergent sur l'absence de Kurt, et le maire, sous le déguisement de Mike Falls, écoute les conversations des villageois. Alors que les villageois se rassemblent, le groupe les divertit, attirant l'attention du maire qui s'approche plus tard de Gwendoline avec une proposition de devenir le seigneur du domaine. Il révèle que cette décision s'aligne avec les souhaits du palais. L'arrivée de Brantag confirme l'approbation du palais pour Gwendoline en tant que seigneur des terres. Pendant ce temps, la scène se déplace vers leur nag, se promenant avec ses alliés, parlant d'une éventuelle succession concernant Gwendoline. Brantag prend Wendelin à part pour une conversation privée, abordant l'histoire de la région marquée par une mauvaise direction caractérisée par l'incompétence et la corruption, illustrée par le comportement atroce de Curse Kurt. Pour rectifier cette situation, le roi a élaboré un plan secret avec ses conseillers de confiance. Leur objectif est d'attirer Kurt à attaquer Wendelin, ce qui entraînerait son arrestation et sa démission subséquente, ouvrant ainsi la voie à l'ascension de Gwendoline à la seigneurie. L'implication du duc dans la mission de purification des morts-vivants a servi de distraction pratique pour exécuter ce plan. Lorsque Wendelin demande à Brantag pourquoi ce plan a été divulgué avec retard, Brantag le rassure, affirmant que le résultat serait resté inchangé, peu importe la connaissance préalable de Wendelin. Wendelin exprime des inquiétudes quant au danger potentiel du plan, mais Brantag offre des assurances, expliquant qu'il a été vigilant dans la surveillance de la situation et qu'il s'est même abstenu de boire pendant quelques jours pour maintenir une concentration optimale. Malgré ses doutes persistants quant à l'assomption du rôle de seigneur, Wendelin reconnaît les arguments de Brantag concernant sa capacité d'influence, de pouvoir et de ressources financières, concédant qu'il pourrait en effet être le candidat le plus approprié pour diriger le développement de la région. Le lendemain, Wendelin parle à ses amis du plein du palais. Il le voit positivement et l'encourage à accepter les ordres sans trop réfléchir, comme il a tendance à le faire. Peu après, Amélie et ses fils rendent visite à Wendelin, et dans son style habituel de charmant oncle magicien, il les divertit avec des tours comme la création de boules d'eau et de mini-arcs-en-ciel. En observant l'innocence des enfants, ses amis expriment de la pitié, sachant qu'une fois leur père évincé de son poste, ils pourraient perdre leur titre de noblesse et éventuellement faire face à l'exil. Plus tard dans la nuit, Wendelin et ses amis dînent avec Hermann lorsqu'ils sont surpris par des cris venant de l'extérieur. En enquêtant, ils trouvent un groupe de villageois mécontents en route vers le seigneur actuel, l'exhortant à nommer Wendelin comme son héritier.
Peu préoccupés par l'idée de se mettre dans l'embarras, ils montrent qu'ils ne sont pas contents de la manière dont Kurt a gouverné injustement. Voyant à quel point ils sont sérieux, Gwendoline demande un peu de temps pour s'occuper du problème. Il les surprend en disant qu'il va rester plus longtemps, même si les gens disaient qu'il partirait bientôt. Brenntag comprend que le chef du village est derrière les rumeurs, et lui parle, lui disant qu'il ne devrait pas interférer dans les plans des autres. Brenntag admet que le chef a de bonnes intentions, mais lui rappelle que le palais n'aime pas que les gens agissent seuls. Reconnaissant pour l'avertissement, le chef du village promet de continuer à veiller sur le village et dit à Brenntag de faire attention à Amal avant de partir. Alors que Brenntag retourne au manoir, il trouve Gwendoline plongée dans ses pensées sur le destin potentiel de Kurt après son éviction. Son esprit se tourne vers la possibilité que Kurt fasse face à l'exil. Mais Brenntag intervient, soulignant que le palais n'aurait pas hésité à faire taire Kurt de manière permanente. Cette réalisation pèse lourdement sur Gwendoline, qui redoute la perspective de perdre son frère. Déterminé à intervenir, il décide d'approcher Kurt le lendemain matin. Au cours de leur conversation, il propose un arrangement pragmatique. Il offre à Kurt un terrain en assumant le rôle de seigneur, promettant un soutien financier pour son développement en retour, le considérant comme une solution mutuellement bénéfique. Gwendoline marque soigneusement le terrain non développé sur une carte. Cependant, la réaction de Kurt est loin d'être réceptive. Consumé par la rage, il déchire la carte en morceaux, accusant Gwendoline de comploter secrètement pour s'emparer de sa position en tant que prochain seigneur. Malgré le déni sincère de Gwendoline et ses mises en garde concernant le mécontentement croissant parmi la population, Kurt reste en colère, ordonnant à Gwendoline de partir immédiatement. En sortant des quartiers de Kurt, il rencontre Amalie et ses fils, qui demandent une conversation privée avec lui. Alors qu'il partage ses préoccupations avec Amélie, exprimant son désir sincère d'une issue heureuse pour tous, Gwendoline admet son incertitude quant à l'atteinte d'un tel résultat. Elle, à son tour, révèle son souci unique pour la sécurité et le bonheur de ses enfants, expliquant que sa proximité avec Gwendoline découle du manque de perspective de son mari. Curieuse du rôle potentiel de Gwendoline dans la vie de ses enfants, elle questionne sa position sur le fait de devenir un beau-père. En réponse, Gwendoline, ajoutant une touche d'humour, détourne la question en mentionnant ses engagements existants avec diverses femmes. Après ses rencontres avec Kurt et Amalie, il se retrouve à lutter avec l'incertitude concernant ses prochaines étapes. Cependant, au milieu du bonheur de préparer du Mao avec ses amis, Gwendoline décide de prendre le manteau de seigneur après mûre réflexion. Pourtant, il résout de le faire selon ses propres termes, rejetant les idées préconçues du palais et optant pour une approche unique pour résoudre son dilemme. Déterminée à tenir sa promesse de préserver des vies, Gwendoline s'entoure du soutien indéfectible de ses amis, qui s'engagent solennellement à se tenir à ses côtés avec leur solidarité. Soutenant sa résolution, il se lance dans une mission pour protéger le village. Le jour suivant se lève avec Gwendoline et ses compagnons transformant un coin du village en un mini-marché animé. Leur stand propose un assortiment de biens allant du Mao bien-aimé à des vêtements exquis et des bibelots rares provenant exclusivement de la capitale. Les villageois se rendent à leur boutique, captivés par la qualité supérieure de leur offre par rapport aux marchandises de mauvaise qualité disponibles ailleurs. Cependant, le succès de l'entreprise de Gwendoline suscite le mécontentement parmi les laquais de Kirk, qui implorent leur leader d'intervenir. Pourtant, Kurt se sent impuissant face à la formation de Gwendoline, à ses capacités magiques redoutables, et sa frustration déborde en une rage impuissante. Alors que les laquais se dispersent dans la défaite, Gwendoline saisit l'occasion de les confronter, se matérialisant devant eux avec ses amis les entourant, prêts à aborder leurs griefs. Le lendemain apporte une révélation sévère pour Kurt, lorsqu'il découvre que ses fidèles partisans ont été séduits par l'offre tentante de son frère d'un congé payé dans la capitale, abandonnant Kurt au passage. Pendant ce temps, Gwendoline se rend à la capitale pour se confier à Roderick, révélant sa stratégie pour diminuer l'influence politique de Kurt en séduisant ses partisans. Par la suite, il se lance dans la recherche d'un appartement. Les aspirations de Gwendoline vont au-delà des manœuvres politiques. Il envisage un foyer paisible pour Amalie et ses 2 fils, une fois qu'il aura assumé le titre de seigneur. Quant à Kurt, il prévoit de l'envoyer à l'église, un sanctuaire éloigné de l'emprise du palais. Ignorant tout cela, Ruckner, animé d'intentions malveillantes, complote dans l'ombre. Le plan sournois de Ruckner se déroule lorsqu'il envoie un messager à Kurt, qui le trouve seul sous la pluie, consumé par des pensées de vengeance. Après le succès de Gwendoline à soudoyer ses laquais, le messager présente à Kurt un cadeau de son maître, un objet prétendument légendaire connu sous le nom de flûte du dragon, promettant qu'il aidera Kurt à tuer son frère magicien. Intrigué par l'acte soudain de générosité de Ruckner, Kurt demande au messager des explications supplémentaires. Apprenant son désir maléfique de droit sur des terres non développées, Kurt réalise l'alignement potentiel de leurs intérêts et accepte l'offre. Avec détermination, il s'aventure dans la forêt, où Gwendoline et ses compagnons l'attendent.
Alors qu'il s'approche seul, Brantag perçoit avec acuité sa nouvelle confiance, laissant entendre qu'il possède quelque chose de précieux. Sentant un changement dans la dynamique, Gwendoline choisit de confronter son frère, déguisant leur rencontre en une simple coïncidence. Cependant, Kurt reconnaît astucieusement la présence des retainers de Gwendoline dissimulés dans les feuillages. Avec une montée d'hostilité, il lance des insultes sans fondement à Gwendoline, descendant progressivement dans un comportement erratique. Il affirme avec une touche de folie que malgré les capacités remarquables de Gwendoline, il ne peut hériter de la Terre en raison de son ordre de naissance en tant que 8e fils. Dans une confrontation tendue, Kurt expose la flûte dragon reçue de Rockner, menaçant de l'utiliser si quiconque ose bouger. Brantag reconnaît immédiatement le statut légendaire de la flûte, comprenant sa capacité à invoquer une armée de dragons, une force avec laquelle même leur groupe aurait du mal à rivaliser. Alors que les amis de Gwendoline condamnent les actions imprudentes de Kurt, avertissant des conséquences désastreuses si les dragons devaient apparaître, Kurt rejette leurs préoccupations avec un rire moqueur, affirmant que les dragons épargneraient le porteur de la flûte. Malgré les appels sincères de Gwendoline à la raison, Kurt renie sa famille et ses alliés, les qualifiant de traîtres. Il sombre davantage dans la folie, ignorant sans cœur le bien-être de sa femme et de ses enfants, anticipant avec avidité la richesse qu'il pourrait gagner de la mort de Gwendoline. Face à la déviance irrécupérable de son frère, la résolution de Gwendoline de l'attaquer s'intensifie, mais il est confronté à la menace moqueuse de Kurt de sonner la flûte. Cependant, la vantardise de Kurt s'effondre et il tressaille au dernier moment, se délectant de la peur momentanée de Gwendoline. Avec un rire cruel, il célèbre la vue de son frère magicien génial réduit à la terreur. Dans une ultime tentative désespérée, il blâme Gwendoline pour les morts imminentes, proclamant que leur sang souillerait ses mains pour avoir osé rivaliser pour la succession. Avec détermination, il porte la flûte à ses lèvres, prêt à invoquer son pouvoir. Brantag, saisissant l'occasion, lance une attaque surprise contre Kurt, mais à sa grande déception, la flûte dévie la son, laissant Kurt sourire avec confiance, assuré de sa victoire imminente. Alors qu'il souffle dans la flûte, le ciel s'assombrit de manière menaçante et des esprits fantomatiques émergent du sol. Cependant, à la surprise de tous, aucun dragon n'apparaît, les laissant perplexes. Malgré la trahison de son frère, Gwendoline reste déterminée à l'aider, mais l'intuition d'Ena l'avertit de ne pas s'approcher de Kurt. Sentant une aura comblante émanant de lui, Elise détecte également l'énergie malveillante émanant des fantômes, ce qui amène Brantag à réaliser la vérité. Il comprend que Kurt ne possédait pas la flûte légendaire des dragons, mais plutôt la flûte des rancunes, un artefact sinistre capable d'invoquer des esprits vengeurs pour aider son utilisateur dans une attaque suicidaire contre ses ennemis. Kurt, trompé par l'expéditeur de la flûte, avait sans le savoir libéré son pouvoir mortel sur lui-même et son environnement. Alors qu'il est possédé par les esprits vengeurs, sa colère envers Gwendoline s'intensifie, alimentée par ses propres rancunes profondément enracinées, se mêlant à celles des fantômes. Ses yeux flambent de colère alors que les fantômes convergent autour de lui, le transformant en une entité colossale et monstrueuse. Gwendoline, paralysée par la peur, regarde avec horreur son frère se transformer en cette forme monstrueuse, tandis que Brantag l'encourage à utiliser sa magie sacrée pour vaincre rapidement la menace. Cependant, accablée par la terreur, Gwendoline se retrouve incapable d'agir. Figée sur place, Elise s'avance, protégeant courageusement Gwendoline de l'assaut du monstre avec sa propre magie. Malgré ses efforts valeureux, ses pouvoirs à eux seuls ne suffisent pas à surmonter la créature redoutable. Témoigner de la lutte d'Elise ramène Gwendoline à la réalité et ils décident de la soutenir dans leur combat contre les abominations monstrueuses. Réalisant qu'il n'y a aucun espoir de sauver son frère des griffes des esprits vengeurs, Gwendoline décide d'accorder à Kurt un départ paisible. Canalisant sa magie sacrée aux côtés de celle d'Elise, il amplifie leurs pouvoirs combinés, libérant une éclatante explosion de lumière qui désintègre l'entité monstrueuse. Au cœur de l'explosion, Kurt, enfermé dans une capsule centrale, est projeté avant d'exploser au loin. Alors que la flûte des rancunes tombe au sol, l'âme malveillante de Kurt prend son envol, cherchant vengeance contre l'homme qui l'a trompé. Pendant ce temps, dans la capitale, Ruckner célèbre son triomphe anticipé, croyant que Kurt s'est débarrassé de Gwendoline et a sécurisé l'accès aux terres convoitées non développées. Ses alliés applaudissent son plan astucieux. Pourtant, Ruckner reste méfiant envers la loyauté de Kurt, le considérant comme un simple paysan. Soudain, l'esprit vengeur de Kurt brise la fenêtre de la pièce, se vengeant de Ruckner et de ses associés. Le lendemain, Gwendoline arrive dans la capitale et rencontre Roderick à l'extérieur de la scène de l'incident. Il apprend les événements horribles qui se sont produits, avec l'âme de Kurt responsable des vies de Ruckner, des invités à la fête et de leurs familles entières. De manière choquante, les victimes incluent 12 familles nobles, laissant un impact profond sur le royaume. Bien que les prêtres aient purifié la malveillance de Kurt, la nouvelle du massacre se propage rapidement.
Roderick met en garde Gwendoline qu'il n'est plus sûr pour Amélie et ses fils de rester dans la capitale, car leur association avec Kurt provoquerait l'animosité de la population. Reconnaissant l'impossibilité d'une vie paisible pour eux dans la capitale, Gwendoline décide de les relocaliser ailleurs, regrettant son incapacité à offrir plus à sa belle-sœur. Plus tard, lorsqu'il rencontre Armstrong et Brandthaig, il partage que Herman a choisi d'accueillir Amélie et ses fils au sein de leur famille pour le moment. Réfléchissant à la situation, il exprime sa frustration face à la manipulation égoïste des nobles, qui utilisent les autres comme des pions opérant dans l'ombre. Il maudit Ruckner et condamne les nobles alignés avec le roi, les qualifiant tous d'individus égoïstes. Cependant, Brandthaig intervient, exhortant Gwendoline à s'introspecter et à reconnaître son propre statut de noble. Le poids des nœuds de Brandthaig pèse lourdement sur Gwendoline, le plongeant dans un profond chagrin qui dure plusieurs jours. Sentant son détresse, Élise observe son tourment intérieur et lui offre paix et réassurance, lui assurant qu'il n'est pas responsable des actions des autres. Ces paroles réconfortantes apportent un certain sentiment de paix au cœur troublé de Gwendoline, l'inspirant à rejeter la froideur de ses pères nobles et à s'engager à devenir un dirigeant compatissant et bienveillant qui privilégie le bien-être de son peuple. Encouragé par le soutien indéfectible d'Élise, il résout de s'engager sur la voie d'un leadership noble, guidé par l'empathie et l'intégrité. Avec sa détermination renforcée, Gwendoline se prépare à rencontrer le roi une fois les affaires à domicile réglées. Impressionné par sa résolution rapide des morts-vivants dans son territoire, le roi le félicite et lui accorde la terre en récompense. De plus, reconnaissant l'ampleur du développement de telle vaste terre, le roi offre à Gwendoline une récompense supplémentaire et lui demande s'il désire autre chose. En réponse à l'offre du roi, il saisit rapidement l'opportunité, proposant d'attribuer 2 titres nobles vacants à des individus de son choix, en échange de ses efforts pour développer la terre. Cependant, sa proposition est accueillie par une forte opposition de la part de sources inattendues. Le Premier ministre, le général et même un prêtre s'opposent strictement à la demande de Gwendoline, la jugeant audacieuse et inappropriée. Il le réprimande pour sa prétendue impolitesse et exige qu'il retire immédiatement sa proposition. Le général va même jusqu'à remettre en question l'aptitude de Gwendoline à superviser l'immense étendue de terre, suggérant que la moitié devrait être retirée de son contrôle. En revanche, le Premier ministre soutient que, bien que le général puisse avoir des motifs cachés, des individus possédant des capacités magiques extraordinaires comme Gwendoline sont essentiels au développement de la Terre. Au milieu de la querelle croissante, même le pape intervient avec son opinion, alimentant davantage le débat houleux. Le duc Amadeus finit par rejoindre le débat, s'alignant ouvertement sur la cause de Gwendoline. Cependant, alors que des demandes égoïstes continuent de se répandre dans la discussion, Armstrong intervient, faisant taire les voix dissidentes et conseillant à Gwendoline de retirer sa demande. Étonnamment, il fait un pas en avant, offrant de prendre en charge la moitié des terres pour le développement. Cependant, en utilisant la magie, le roi rejette sa demande, soulignant l'urgence de développer le territoire et la nécessité pour Gwendoline de se concentrer exclusivement sur cette tâche. Reconnaissant l'importance primordiale du développement des terres, le roi accepte la demande initiale de Gwendoline, lui accordant le pouvoir de conférer 2 titres de noblesse et l'élevant au rang de comte. Au milieu de la tension, Armstrong lui fait subtilement signe de son soutien, provoquant un clin d'œil complice entre eux. Bien que le roi ait vent de leur échange discret, il poursuit sa décision, reconnaissant le rôle de Gwendoline dans le développement du territoire et le promouvant, lui accordant les titres désirés. De retour chez lui après avoir reçu sa récompense, Gwendoline partage avec Emily son intention de conférer des titres de noblesse à ses enfants lorsqu'ils atteindront l'âge adulte. Reconnaissante de sa générosité, Emily lui propose néanmoins de devenir un beau-père, mais Gwendoline décline poliment. Par la suite, il s'immerge dans la tâche de développement de son territoire en utilisant la magie, avec Erwin et Roderick l'assistant sur le terrain pendant que Gwendoline cherche à se reposer. Après avoir dégagé des pierres d'une zone, Roderick le presse de s'attaquer à un autre site, l'exhortant à faire exploser des rochers pour la construction d'une église. Gwendoline apprend bientôt que le pape a des projets d'établir une église sur son territoire dans le cadre d'un accord négocié avec le roi. De plus, le duc général et le Premier ministre ont l'intention d'ériger des maisons de vacances dans la région. Cependant, Gwendoline n'a pas l'intention de leur céder les terres car il prévoit d'établir une usine de sauce soja à la place. Alors qu'il fait face à une avalanche de demandes de ses amis, il a l'impression d'être au milieu d'un spectacle fou. Louise et Armstrong apparaissent comme une équipe amusante, l'entraînant pour leurs séances d'entraînement régulières. Wilma s'excite à propos d'une énorme banane, comme une enfant dans un magasin de bonbons. Puis Enna intervient avec une demande de course, et Roderick insiste pour terminer d'abord le travail, ajoutant une tournure chaotique à la situation déjà existante. Avec tout le monde qui l'assaille, Gwendoline a l'impression d'être pris dans un tourbillon. Décidant d'échapper à la folie, il rentre chez lui pour le déjeuner, s'asseyant à un repas qui lui rappelle sa vie passée.
Il ne peut s'empêcher de rire de la folie de sa nouvelle vie de noble. Après tout, qui aurait cru que d'être le 8e fils d'un noble pauvre viendrait avec une bande d'amis aussi folle et des situations hilarantes? Et cela met fin à l'anime. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié et de vous abonner avec les notifications activées pour ne jamais manquer mes résumés. À la prochaine, prenez soin de vous.